joue pas avec des forces que tu ne comprends pas. La grand-mère de Lisa la gronde pour avoir griffonné un symbole pour lui porter chance sur son manuel. Lisa s'excuse d'avoir fouiné dans ses affaires. Elle veut juste en savoir plus sur la vieille ville et les histoires de sorcières et de cannibales brûlés vivants ou pourchassés. Elle a entendu sa mère dire que sa grand-mère avait trouvé plusieurs livres écrits dans une langue inconnue et couverts de symboles étranges. Sa grand-mère l'avertit de ne pas approcher de ces livres. Tu peux attirer de grands malheurs, sur toi comme sur d'autres. Lisa a envie de rire mais se retient. Elle plaisantait et ne croit pas réellement à toutes ces superstitions. Les sorcières et les cannibales n'existent pas, mamie. J'espérais seulement avoir un peu de chance pour mon examen d'algèbre. Pas de mal, pas de faute. Sa grand-mère lui dit que le symbole qu'elle a dessiné était celui qu'elle avait utilisé il y a fort longtemps pour transformer un cannibale en arbre des marais tordu et noueux, recouvert d'une boue noire putride. C'est tellement ridicule que Lisa veut éclater de rire, mais elle se contient, tandis qu'elle écoute son histoire de cannibale et d'enfant disparu. Quand sa grand-mère termine son histoire, Lisa la prend dans ses bras et embrasse son front ridé. « Ne t'en fais pas, mamie. Je ne vais pas me transformer en arbre des marais, ni me faire enlever par une bande de cannibales. » Lisa ignore si ce sont les symboles sur son livre ou une sorte d'effet placebo, mais ses notes en mathématiques s'améliorent. Pas autant que ce qu'elle voudrait, mais quand même. Elle décroche la moyenne, ce qui est déjà une amélioration. Son amie Pam lui dit que ce ne sont que des foutaises. Ça n'existe pas les symboles porte-bonheur capables d'améliorer les notes. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Une ancienne superstition sans fondement. Plaisantant, Pam dit qu'elle veut aussi de meilleures notes. Elle saisit le manuel de Lisa et copie plusieurs fois le symbole sur son agenda. Lisa ressent quelque chose qui la tiraille au fond d'elle. Inquiète, elle observe les symboles. « Tu ne devrais pas faire ça. » Elle reprend son manuel à Pam. « Tu ne devrais pas jouer avec des forces que tu ne comprends pas. » Pam rigole. « C'est quoi ton problème, Lisa? Si ces trucs peuvent t'aider à t'améliorer en maths, ils peuvent aussi m'aider en anglais. Je ne vois pas le problème. » Pam la supplie. Un autre symbole ou un charme. C'est pour un examen pour lequel elle n'est pas prête, avec un professeur qu'elle méprise. Un professeur accro au médoc qu'elle tourne au ridicule pour son surpoids. Lisa refuse d'envisager cette idée et lui dit qu'elle n'est pas autorisée à consulter le livre secret de sa grand-mère, encore moins en partager le contenu avec des étrangers. Pam hausse les épaules et commence à griffonner un symbole sur son bras à l'aide d'un cure-dent. Elle demande à Lisa si elle sait ce qui est arrivé à la femme près de l'école. Lisa secoue la tête. Pam rigole en se faisant saigner à l'aide du cure-dent. La pauvre sotte a traversé la rue en lisant et paf, écrasée par un camion. « Viens !» Elle jette le cure-dent par terre, saisit Lisa par le poignet et l'amène sur une route à quelques pâtés de maison de l'école. Lisa se couvre le nez. Elle peut sentir l'odeur de liquides humains fermentant dans les fissures de la chaussée. Pam lui montre les taches de sang et les mèches de cheveux sur la route et rigole aux dépens de la fille décédée. En colère, Lisa attrape son poignet. « Tu ne devrais pas te moquer des morts. » Pam se libère de sa prise. « Arrête d'être aussi bizarre, Lisa. Ce n'est pas comme si elle était dans le coin pour se vexer. En plus, tes symboles me protègent. » Inquiète, Lisa regarde le bras de Pam et espère que l'esprit de la fille morte ne s'est effectivement pas vexé. Sa grand-mère dit parfois que les esprits s'attardent, surtout quand ils refusent d'être morts. La dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'une force obscure la suive le reste de sa vie. Le professeur d'anglais de Pam est mort d'une cause inconnue. Et Pam danse de bonne heure, soulagée de ne pas avoir à faire ce stupide examen sur un auteur mort et sans importance. Je me fiche de ce que les professeurs d'anglais disent. James est illisible et confus. Un pseudo-intellectuel qui restait toujours vague parce qu'il ne savait jamais de quoi il parlait. Lisa n'est pas d'accord et hausse les épaules. Mais elle ne veut pas se disputer à ce sujet avec son amie. Son amie si agaçante. Elle aime ses livres. Comment son style lui permet de vivre dans la tête de ses personnages pendant un moment. Pour elle, son roman sur un artiste est un mélange à la fois amusant, informe et onirique,
chargée de style et de substance. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien y connaître? Elle n'a que 16 ans et ses notes d'anglais sont inférieures à la moyenne. Pam ulule et braille, et d'un sourire malicieux, elle lui montre sa main recouverte de symboles tracés à l'encre. Quelle chance! Pas d'examen, pas de cube bordé de saindoux, pas d'écrivain mort pour le reste de l'année. Merci, Lisa. Lisa regarde les symboles sur sa main et veut lui crier dessus pour avoir été aussi imprudente avec des choses qu'elle ne comprenne pas suffisamment. Elle ferme les yeux et espère que son professeur d'anglais accepte d'être mort et n'est pas en train de rôder dans le coin. Par respect pour leur cher professeur d'anglais, toute la classe est à l'enterrement. Les porteurs ont du mal et souffrent sous le poids du cercueil. Pam s'incline vers Lisa et lui murmure la chance qu'elle a eue et le manque de bol des pauvres porteurs qui doivent transporter un cercueil aussi lourd. Imagine devoir porter ce gros lard jusqu'à sa tombe. Lisa donne un coup de coude à Pam et lui dit d'arrêter. Alors que les porteurs du cercueil approchent d'elle, elle ressent une étrange sensation au fond d'elle. Son instinct lui hurle de s'éloigner de son ami. L'image d'un éclair frappant Pam lui traverse la tête. Elle se demande si un esprit en colère pourrait provoquer ce genre de choses. Chaque muscle, chaque organe, chaque vaisseau cramé en un instant pour son orgueil démesuré. Pam sort Lisa de ses pensées par un nouveau commentaire dénué de tact. Lisa entend dans sa tête la voix de sa grand-mère qui lui dit que son amie a tenté le destin en se riant du malheur des autres, en se moquant des morts. Elle ne croit pas vraiment à toutes les superstitions de sa grand-mère, mais elle s'éloigne petit à petit de son amie, observant les nuages noirs, dans l'attente qu'un éclair vienne s'abattre sur Pam. Encore tout excité du combat de MMA pour le titre auquel il vient d'assister, Ace se précipite à l'intérieur du café des sports OO. Micah James, championne poids léger de MMA, a mis KO la prétendante dès le premier round. Assis avec son pote Wallace, le voilà prêt pour plus d'émotion. J'ai raté quelque chose. Wallace secoue la tête. Non. Ils sont en train de préparer le bol. Ace éclate de rire. Le type va essayer d'avaler un bol de limaces. Il n'y a qu'ici au OO qu'on peut voir des paris aussi ridicules. Wallace fait signe à Ace et accepte le pari. 10 contre 1 qu'il dégueule. Ace regarde l'imbécile et son bol de limaces encore vivante. Son instinct le lui dit « Ce type va le faire ». Ace vient de lessiver Wallace avec le combat de MMA, mais il ne voit pas d'inconvénient à lui soutirer plus de fric. Ace analyse l'imbécile pour s'assurer que son instinct ne le trompe pas. La plupart des gens vomissent en essayant d'avaler la première limace, mais pas ce type. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est un cheval gagnant à coup sûr. Très bien. Et si on doublait notre dernière mise? Wallace hoche la tête et lui garantit qu'il va perdre. Ace esquisse un petit sourire en coin. On va voir ça. Observant l'imbécile se préparer à avaler des limaces, il est surpris de voir Micah James au bar dans son survêt distinctif. Ils échangent un regard. Il lui montre son t-shirt de fan et la félicite pour avoir si bien défendu son titre. Mais elle l'ignore, préférant siroter sa bière. Wallace s'aperçoit Micah et fait signe à Ace. Elle t'allonge en 2 beignes. Ace rigole. Tu vas perdre ce pari, connard. Je fais 2 fois sa taille et sa force. Wallace ricane. Je parie que tu ne tiens pas 10 minutes. Non, tu ne tiens même pas 5 minutes. Wallace cherche juste à l'emmerder. Ace n'a pas le temps de répondre que la cloche résonne. Tout le monde garde le silence. L'imbécile porte le bol d'énormes limaces baveuses à ses lèvres tremblantes. Ace arrête de respirer, plisse les yeux et sort sa dent d'alligator porte-bonheur, la serrant dans son poing. Il sait qu'il tient vainqueur. D'ici quelques minutes, il pourra rigoler de tout en allant à la banque. Allez, idiot, avale ces limaces.
Ace ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il avait coincé Wallace. Son cheval gagnant avalait les limaces en toute confiance, l'une après l'autre, comme s'il dégustait un bol de sushi. Et le voilà qui s'arrête avec la dernière limace qui pendouille devant sa bouche. Ce crétin arrogant. Il sourit et l'avale. Mais la maudite limace ne veut pas descendre. Du moins pas comme prévu. Ace aperçoit une protubérance se glissant dans sa gorge, en train de s'y faufiler. Son sourire s'efface immédiatement, comme s'il était pris de haut le cœur. Puis le silence. L'imbécile commence à se tortiller sur son siège et le public à se dire « Oh oh !» quand soudain, il expulse une bouillie de limaces mastiquées. Ace baisse la tête. Il sait qu'il vient de tout perdre. Wallace éclate de rire et lui donne une claque dans le dos. « Je te l'avais bien dit. » Ace la ferme. « Tu sais quoi? Quitte ou double si tu tiens 5 minutes contre Micah James. » Ace regarde Wallace. « Qu'est-ce que tu y gagnes, toi ?» Wallace plisse les yeux. « Ta dent d'alligator porte bonheur. » Ace hésite. Wallace sourit. « Quoi? Je croyais que t'étais 2 fois plus grand et plus fort qu'elle. » Ace regarde Micah, puis Wallace. Et de nouveau Micah, avant de hocher la tête. « Je la mets KO en 2 minutes. Et après, je lui paie un verre. » Wallace sourit, se lève et va voir le gérant du club pour organiser le combat. Ace se lève et se dit qu'il ferait bien de se présenter en personne à la championne. Mais à quoi je pensais? Ace titube. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Micah s'avance. Elle lance une frappe du droit désespérée. Le sourire moqueur, elle baisse la tête rapidement. Il enchaîne sur une frappe du gauche qu'elle esquive d'un pas de côté. Il voit tout noir et des étoiles, avant de s'effondrer. Et avec quoi il m'a frappé? Il n'en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est à terre et que ses paupières pèsent 1 tonne. Il se force à les ouvrir et cherche des yeux l'horloge. 30 secondes. Quoi? Seulement 30 secondes? Le chrono est truqué ou le temps s'est mis à ralentir? Merde, je suis mal barré. Et je ne vais pas perdre ma dent d'alligator porte-bonheur. Hormis en termes de tripes et de chance, Micah le dépasse à tous les niveaux. Il le sait bien, mais pas encore jusqu'à quel point. Ace se relève, les jambes chancelantes, et sourit à l'une des 12 Micah face à lui. Il regarde la douzaine de chronos et se met à calculer. Bon, encore 4 minutes. Je peux le faire. Le public est en délire. Baston, baston, baston. Ace regarde le chrono, soulagé d'avoir passé la barre des 2 minutes. Plus que 3 minutes. Il veut juste tenir et a renoncé à l'idée de mettre Micah KO. Il serait bien content s'il arrivait à placer au moins un coup de poing. Je vais devoir l'attraper par les cheveux et la frapper sous la ceinture si je veux qu'elle recule. Elle est beaucoup trop rapide. Ses yeux n'arrivent pas à la suivre et il a la conviction d'avoir des pieds en guimauve. Telle une tigresse affamée, elle l'observe et lui assène un coup de pied circulaire. Rapidement, il se baisse et rigole à l'instant où des mains lui attrapent la tête et où un genou entre en contact avec son visage. Sa vision s'assombrit. Le voilà à terre en train de se tortiller au milieu des étoiles, le public entamant le décompte. Il se relève, arrivé à 5, un sourire pathétique sur ses lèvres enflées. Les minutes s'étirent. Semblent être des heures, des jours entiers. 3 minutes et Ace veut abandonner. Mais sa fierté l'en empêche. Le bon sens lui dit de jeter l'éponge avant qu'elle ne lui casse une autre côte. Au final, ce n'est pas sur le chemin de la banque qu'il rigolera, mais de l'hôpital. Il ne peut pas abandonner. Il n'abandonnera pas et ne va pas perdre ce pari. Il va le gagner, même si ça doit le tuer. Pendant un court instant,
Il se souvient plus ou moins d'un dicton sur une cuisinière et une jolie fille assise dessus. Ou une jolie fille en train d'utiliser la cuisinière. Ou un truc avec une jolie fille et une cuisinière. Tout se mélange. Mais il sait que ça a un rapport avec le temps. Micah plante un direct dans son visage tuméfié. Il chancelle et s'écroule presque. Il garde l'équilibre et tente de sourire. Il parvient à peine à entrouvrir ses lèvres qu'il se retrouve à terre observant à des kilomètres de distance le public qui rigole et entame un nouveau décompte. Il roule sur le ventre et se lève, groggy, les genoux en gélatine. Il en faut bien plus que ça pour m'empêcher de me relever. Deux directs dans son nez déjà cassé. Il est évident qu'elle ne veut pas perdre. Elle veut le sécher, mais ça ne risque pas d'arriver. Ace ne la laissera pas faire. Dépassé à tous les niveaux, hormis en termes de tripes, il se relève et tente de lui sourire. Même pas mal. En fait, si, ça a fait mal. Et pas qu'un peu. Il n'a pas le temps d'effacer son sourire qu'il est pris par une clé de cou. Merde, elle est rapide. Micah le fait tournoyer comme un sac de pommes de terre et le balance sur une table qui se brise sous son poids, tout comme un os de son torse. Il pense que c'est une côte, mais il les croyait déjà toutes cassées. Il se relève, parvient à esquisser un sourire en coin et se rue sur elle. Il saisit ses bras durs comme de la roche et la plaque contre le mur. Une poussée d'adrénaline envahit tout son corps. Il la tient. Il lui lance un coup de poing au visage. Elle l'esquive et il se brise la main contre le mur de pierre alors qu'elle l'attrape et le soulève en l'air. L'instant d'après, elle le projette dans la foule. Sa main cassée qui enfle palpite de douleur à chacune de ses pulsations. Le public s'écarte et il heurte violemment le sol. Quelque chose se brise. Il espère que ce n'est pas un os. Tout semble complètement déformé autour de lui. Il a l'impression d'être sous l'eau, en train d'écouter un public qui lui crie en sourdine de se relever ou de rester couché. Difficile à dire à ce stade. Il se lève et regarde le chrono. Il ressent une douleur aiguë dans la bouche et remarque alors un trou étrange. Ma dent. Putain, ma dent! Il regarde par terre autour de lui et voit son incisive au sol dans une flaque de sang et de salive avec toute sa racine. Il observe la foule en délire et aperçoit Wallace, pâle et effrayé, tandis que Micah revient à la charge. Ace plonge sous une table pour se protéger, mais Micah l'attrape et l'en sort par la cheville. Elle le soulève au-dessus de sa tête, le fait tournoyer dans tous les sens et l'éclate contre une autre table. Il se relève, se retourne pour lui faire face. Il secoue la tête pour retrouver ses esprits. Il vacille et lance une frappe du gauche vers l'un des trois visages qu'il affronte. Micah plonge et lui assène un violent crochet du droit au corps avant de l'étaler d'un autre crochet du droit dévastateur. Il roule à terre, la respiration lourde, les côtes saillantes et douloureuses. Il devrait probablement être déjà mort. Il n'ose même pas imaginer la facture d'hôpital. Un hôpital? Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Il n'a pas vu de médecin depuis 10 ans et il n'en a certainement pas besoin maintenant. Son corps se soigne tout seul. Il se relève, mais ne sent plus grand-chose sous la ceinture. Il envoie un coup de poing sans force de sa bonne main. Micah saisit son poing en l'air et lui broie les doigts, puis attrape son bras sans aucune pitié avant de lui déboîter le coude. Il hurle, crachant le sang. Elle veut en finir avec lui, même si elle doit le tuer. Ace comprend alors. Micah a fait son propre pari. Son corps déborde d'endorphine, tandis qu'il titube sur le sol qui tangue du haut. D'un coup d'œil au chrono, il sait qu'il ne reste plus que 20 secondes. Il va gagner, même s'il doit y perdre tous les os de son corps. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me faire de plus? Il se relève et sourit, le sang dégoulinant de sa bouche. Elle le charge tel un chat sauvage et lui assène une volée de coups dévastateurs. Il en prend une douzaine et elle le rétame d'un terrible uppercut. Le public hurle et invite Micah à le mettre KO,
une bonne fois pour toutes. Mais Ace ne compte pas perdre sa dent d'alligator, même s'il doit y laisser une des siennes. Les secondes durent des minutes. La cloche sonne. C'est terminé. C'est enfin terminé. Ace s'effondre. Wallace le regarde comme jamais, d'un air respectueux, et une liasse de billets entre les mains. Ace regarde l'argent et parvient à marmonner quelque chose. « Enfoiré, tu as parié sur moi ?» Wallace relève Ace et lui tend sa dent. « Maintiens-la en place pour que les nerfs restent hydratés jusqu'à l'hôpital. C'était mémorable, mon pote. » Ace secoue la tête. « Je vais bien. Pas besoin de docteur. » Wallace rigole d'un air incrédule. « Mec, t'as besoin d'un médecin, d'un dentiste et d'un putain de psy. » Crever des pneus? C'est un peu exagéré. Meg regrette d'avoir montré à l'entraîneuse Jenny à quelle vitesse elle pouvait courir en classe de PS. Elle a vu quelque chose qui lui plaisait, elle a demandé à Meg de courir, et maintenant elle veut qu'elle participe au championnat régional. Elle est passée du statut d'inconnue la plus totale à sportive glorifiée du jour au lendemain. De nouveaux amis, des adversaires plus amers, et tout un tas de rumeurs. Pourquoi Meg ? Pourquoi elle a droit à un traitement de faveur? Elle n'a jamais participé aux entraînements, elle n'a jamais fait de lèche, ni pris de pilules minceurs pour contrôler son poids. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? L'idée d'un traitement de faveur la fait rire. Elle n'a pas eu de traitement de faveur. Elle a toujours aimé courir, mais pas dans un cadre structuré. Elle est d'ailleurs convaincue d'avoir dédié plus d'heures à sa passion que n'importe qui dans l'équipe. L'équipe habille Meg avec un déguisement de voleur à rayures noires et blanches, comme celui d'un criminel de film muet. C'est tellement stupide qu'elle a envie de crier. Deux membres de l'équipe se disputent au sujet du costume et décident finalement de renoncer au cliché du bandit pour un déguisement de super-vilaine, plus contemporain. Ils fabriquent un masque et lui disent de crever des pneus près du poste de police avant de s'échanger des regards nerveux. Ça ressemble de moins en moins à un rituel d'initiation et davantage à un moyen de la faire virer de l'équipe et de finir en prison. Dana l'observe bizarrement, le regard noir. Elle semble avoir une dent contre elle. Elle la déteste pour avoir battu son chrono et veut probablement l'avoir emprisonnée. Le reste de l'équipe réfléchit à un nom de super vilaine pour Meg. Street Rusher, Super Blaster, Daredeva. Peu importe, ils sont tous stupides. Décidez-vous. Daredamsel Meg arpente les rues suscitant les rires et l'attention. Elle se sent ridicule et effrayée à la fois, à rôder déguisée en super-vilaine. Luttant contre sa peur, Meg se ressaisit et se concentre. S'ils veulent un pneu crevé, ils vont être servis. Je vais attaquer la baleine au ventre et lui arracher une côte. L'image la fait sourire. Elle se demande d'où lui vient l'idée et réalise que c'est l'une des histoires qu'elle a lues récemment à sa mère pour l'aider à s'endormir malgré son état de santé qui s'aggrave. Les médecins, qu'elles n'ont plus les moyens de payer, ignorent ce dont elle souffre. Ne laisse pas transparaître des émotions. Meg chasse son chagrin, tandis que des passants rient à la vue de son déguisement. Je vais cibler la police et établir le record de ce stupide rituel de bizutage. Déterminée, le cœur palpitant à une vitesse record, Meg approche du poste de police de Colorado. Agenouillée derrière une voiture de patrouille, elle hésite, sa main tremblant involontairement. Elle n'est pas habituée à enfreindre la loi. Elle respire profondément afin de se calmer. Il y a une première fois à tout. Armée d'un canif, elle déchire un pneu, arrache un morceau de caoutchouc et s'éloigne. Avant même que les agents de police ne réalisent ce qu'il s'est passé, Meg est partie en un éclair. Elle sent son cœur qui bat au fond de la gorge. Ses jambes ne sont qu'un mouvement flou. La police la poursuit, mais est vite distancée.
elle rapporte un bout de caoutchouc découpé à ses coéquipières et s'attribue un nouveau record d'équipe. Une voiture de patrouille de la police. Une vraie voiture de patrouille de la police. Allez faire mieux que ça. Toute l'équipe rigole et hurle, sauf Dana qui la regarde avec son air constipé habituel. Personne dans l'équipe n'a jamais fait quoi que ce soit d'aussi osé. Bienvenue dans l'équipe Daredevil Meg. Tout le monde parle de Meg à l'école, et ça lui plaît. L'entraîneuse Jenny lui dit qu'elle a encore beaucoup à faire au niveau des mécaniques de la course à pied. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Elle court dans les montagnes avec sa mère depuis des années et n'a jamais entendu parler des mécaniques de la course à pied. L'entraîneuse lui dit que pour les prochains entraînements, elle doit améliorer sa confiance sur la ligne de départ. Bien, ça ne devrait pas poser de problème. L'entraîneuse passe beaucoup de temps avec Meg et ça commence à se remarquer dans l'équipe. Dana fait des commentaires dans son dos, sur son corps qui serait disproportionné, sur la chance du débutant, sur ses jambes démesurées par rapport à son buste. Meg l'ignore et refuse de satisfaire sa jalousie en y répondant. Dana n'obtient pas de réaction de Meg quand elle dit que ses cuisses sont un peu trop épaisses pour la course. Dana la regarde avec ce même air constipé. La tête débordant de jurons qu'elle aimerait lui lancer, Meg regarde Dana. « Tu vas bientôt bouffer ma poussière, ma petite. » Meg contient sa colère et sourit poliment, la remerciant de se soucier d'elle, et lui dit qu'elle est convaincue que ses cuisses épaisses et son corps démesuré lui donneront l'avantage durant le championnat. Meg entame une longue marche pour rentrer chez elle après un entraînement épuisant mais grisant. Elle tient son bout de pneu porte-bonheur dans la main, même si elle ne croit pas vraiment à ce genre de choses. Elle entend la voix de sa mère résonner dans sa tête. La seule chance que tu obtiendras, c'est celle que tu créeras. Et pourtant, le bout de pneu a la forme d'un fer à cheval. Simple coïncidence? Probablement. Elle admire son bout de pneu porte-bonheur et sursaute quand elle entend une brindille se casser derrière elle. Avant de pouvoir réagir, une silhouette sombre la jette au sol et lui piétine la cheville. Une terrible douleur remonte le long de sa colonne vertébrale et elle hurle à l'aide tandis que l'ombre prend la fuite. Meg rugit de douleur en tentant désespérément de se relever. Dès que son pied blessé touche le sol, une nouvelle vague de douleur la traverse et elle s'effondre. Elle ferme les yeux et tente de se recomposer, de réprimer sa douleur tout en cherchant quelque chose autour d'elle, n'importe quoi qui lui permette de supporter son poids. Au bout d'un moment, elle saisit une épaisse branche tordue et hurle en se forçant à se lever. Chaque pas lui fait l'effet d'un coup de marteau sur la cheville. Le médecin explique à Meg qu'elle a le pied fracturé en plusieurs points et qu'elle devrait rester au repos jusqu'à ce qu'elle se remette. Sur des béquilles, elle quitte le cabinet médical en traînant les pieds, sa mère à ses côtés. Meg peut sentir qu'elle s'inquiète pour elle et sur le moyen de payer la facture sans assurance. Le chemin du retour en voiture se fait en silence. « Maman, je suis désolé. » Meg rompt le silence. Sa mère secoue la tête. « Tu n'as pas à t'excuser, Meg. Je suis heureuse que tu ailles bien. Ça aurait pu être bien pire. » Meg hoche la tête et revoit en boucle l'agression dans sa tête. La bousculade, le coup de pied, le piétinement, rien de tout ça n'a de sens. Le responsable n'a même pas essayé de lui voler quoi que ce soit. La mère de Meg lui demande si elle se souvient de l'homme qui l'a attaqué depuis qu'elle a parlé à la police. Meg secoue la tête. Je ne suis même pas sûr que c'était un homme. Meg se confie à sa mère attablée à la cuisine. Elle est convaincue que Dana a demandé à quelqu'un de la blesser pour la dissuader de courir. La colère la submerge et elle dit des choses qu'elle ne dirait pas en temps normal. Je veux qu'elle crève. Je veux l'écraser comme un insecte. Je veux qu'elle aille brûler en enfer. J'aurais gagné cette course. Sa mère l'écoute sans la juger et attend qu'elle se calme.
Tu es très énervé et je le comprends. Mais ne te rabaisse pas à son niveau. Ne la laisse pas te changer en quelque chose que tu n'es pas. Tu veux te venger? La meilleure vengeance, c'est la réussite. Montre-lui que tu es la meilleure, même dans tes pires moments. Ce sera ça son pire enfer. Meg observe attentivement sa mère qui lui serre la main. Si tu penses être battu, alors tu l'es. Si tu penses que tu ne peux pas y arriver, tu ne pourras pas y arriver. Les batailles de la vie ne se gagnent pas grâce à la force ou la vitesse, mais avec de l'intelligence et de la volonté. Les yeux de Meg se remplissent de larmes. Pas à cause du conseil de sa mère, mais parce qu'elle sait que ses jours sont comptés et que c'est probablement un de ses derniers discours d'encouragement. Sa mère lui tend une boîte qu'elle a prise sous la table. Meg soulève le couvercle et en sort une robe noire, comme elle n'en avait jamais vue ni portée. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, sa mère éclate de rire. Non seulement tu vas gagner, mais tu seras aussi le joyau de la fête. Meg sent sa gorge se nouer. Ne perds pas tes forces en te focalisant sur les côtés négatifs. Sa mère avait été une joueuse de tennis de compétition. Au fil de sa jeunesse, Meg a grandi avec les histoires de Billie Jean King. Meg attend le discours d'encouragement, écouté pour gagner, qu'elle l'a entendu raconter tant de fois. Sa mère lui décrit comment elle écoutait la diffusion à la radio du match de King pour chasser crainte et négativité. N'est que la victoire en tête, et il ne restera aucune place pour la peur et le pessimisme. Elle a préparé une compile spéciale pour Meg sur son baladeur numérique. Meg le ramasse et le regarde longuement. Puis elle saute par-dessus la table et prend sa mère dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. Meg écoute une émission de radio en arrivant à l'école. Le coureur le plus rapide. Le Buckeye Bullet décroche l'or olympique malgré les nombreux obstacles physiques et mentaux qu'il a dû affronter. Elle écoute la même émission en boucle. N'est que la victoire en tête, et il ne restera aucune place pour la peur et le doute. L'entraîneuse approche de Meg qui laisse son baladeur numérique à côté d'elle. J'ai entendu une vilaine rumeur selon laquelle Dana aurait un lien avec ce qu'il t'est arrivé. J'ai donc décidé de la retirer de la course. Meg secoue la tête. Non, ne faites pas ça. Je vais la battre et je vais gagner. L'entraîneuse écarquille les yeux. Tu vas faire quoi? Tu viens de dire que tu allais gagner? Tu ne comptes pas courir avec un pied dans cet état. Meg hésite, mais finit par mentir. Le médecin dit que tout va bien, c'est juste une contusion. L'entraîneuse lui touche le pied. Meg gémit. Elle regarde Meg l'air sceptique. Soupire, ne dit rien de plus et s'éloigne. Daredamsel Meg ramasse son baladeur numérique, augmente le volume de l'émission et fait le plein de grandeur, tandis que Buckeye Bullet laisse le dictateur sur place. Le garçon tient sa cloche porte-bonheur et observe le crépuscule qui s'étend. La nuit approche, et avec elle la promesse de monstres bien pires que tout ce que son père avait pu décrire dans ses histoires autour d'un feu de camp. Les rumeurs de massacres sans fin le terrifient, et il espère que ses parents rentreront bientôt. Ils ont entendu un message à la radio qui garantissait la sécurité à ceux qui se cachaient. Du coup, ils sont partis enquêter avec d'autres personnes. Il a passé toute la journée à regarder le chemin de terre qui mène hors du village, attendant leur retour. Certains sont rentrés, blessés, racontant des histoires terrifiantes, des histoires interminables de mort, de destruction et de chaos. Il n'en a pas compris une seule. Ils nous détestent. Pourquoi? Pourquoi nous détestent-ils? Parce que la radio et la télévision le leur ont dit. Qu'est-ce que j'ai bien pu leur faire? Tu es né au Nigeria récemment constitué, voilà ce que tu as fait. Tu es né en tant qu'habitant du Nord.
Sa grand-mère approche. « Est-ce que tu as vu quelque chose ?» Philippe secoue la tête. « Si tu vois quoi que ce soit, si tu vois le moindre signe de danger, fais sonner la cloche de ton père et va te cacher avec les autres. » Philippe hoche la tête et regarde la cloche. « Ils vont revenir ?» Sa grand-mère hésite un bon moment. « Je ne sais pas. Je ne crois pas, Philippe. » Il se cache. Ses yeux s'embuent, tandis que sa grand-mère disparaît dans une minuscule chaumière. Il sent une larme glisser le long de son visage. Et il sait bien qu'il ne reverra jamais ses parents. Ça fait des jours que grand-mère Abigail n'a pas souri. Une odeur horrible de chair putride circule dans leur village. Et elle dit à Philippe que c'est celle des vaches en décomposition. Philippe hoche la tête, mais il sait bien qu'elle cherche juste à le protéger de la vérité. Il a entendu les anciens parler près du puits. Tant de morts, et il brûle les cadavres avant la moindre enquête. Qui brûle les cadavres? Des équipes d'extermination, des bouchers humains. Des hommes payés pour faire disparaître les siens, comme s'ils étaient une infestation de cafards. Un pacte avec le diable pour de l'argent. Il les déteste et cherche à s'endormir, mais il n'y arrive pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder la porte, espérant revoir ses parents. Mais il le sait bien, ils ne rentreront jamais. Il ne lui reste plus que sa grand-mère, Abby. Abby approche et se couche près de lui. Il appuie sa tête contre elle, ferme les yeux et se laisse aller à pleurer. Il entend ouvrir la bouche pour parler, mais aucun mot ne s'en échappe. Il ouvre les yeux et voit qu'elle pleure en silence. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une cloche sonne. Son visage se ferme alors qu'elle le saisit par le poignet et le mène vers une trappe. L'instant d'après, ils sont sous terre, les vibrations du massacre assourdies passant au travers du sol. Il se tortille entre les bras d'Abby. Elle le serre de plus en plus fort, tandis que les pleurs et les hurlements se fondent en un vacarme insupportable. Il n'avait jamais pensé que les humains pouvaient émettre de tels bruits. Et c'est tout ce qu'il peut faire pour ne pas crier lui-même. Il se tortille, et Abby lui couvre la bouche, au cas où. Silence. Un horrible silence déchirant. Philippe a du mal à bouger dans leur bunker de fortune et tente d'entendre quelque chose, quoi que ce soit. Abby lui donne un coup de coude. « Voyons voir ton niveau en maths, Philippe. »« Des mathématiques ?» Elle cherche à le distraire de l'enfer à l'extérieur. 6 plus 24 moins 8. Il fait le calcul. 22. Elle sourit et fait oui de la tête. Elle enchaîne les opérations, les unes après les autres. Il répond, les yeux se remplissant toujours plus de larmes. Elle lui touche le visage. Ne pense pas à ce qu'il se passe dehors. Écoute ma voix et joue. Il hoche la tête et fait de son mieux pour réussir ses exercices. Mais il ne peut s'empêcher de penser à sa mère, à son père. Il disait que les mathématiques étaient un bon exercice cérébral, qu'il serait meilleur à l'école et que ça lui ouvrirait un tas d'opportunités que son père n'avait jamais eues. Son père. Il ne pourra plus jamais faire de mathématiques avec lui, ni jouer aux échecs avec lui, ni écouter ses histoires. Et tout ça pourquoi ? À cause d'hommes qui acceptent de l'argent pour commettre des atrocités. Abby lui redonne un petit coup de coude. Philippe lui demande de répéter l'opération juste au moment où les pleurs d'un bambin déchirent le silence. Il regarde immédiatement sa grand-mère. Ses yeux s'élargissent, tandis qu'elle se lève et approche de l'échelle. Philippe la rejoint et lui prend la main. « Ne pars pas, je t'en prie. » Elle hésite, observant la trappe au-dessus d'elle. « Je ne peux pas laisser cet enfant seul. » Philippe hoche la tête. Il veut tenir sa douce main ridée pour toujours. Mais il la laisse partir et l'observe monter l'échelle avec courage et disparaître par une journée caniculaire.
des heures, des jours, des semaines. Il ne sait vraiment pas combien de temps s'est écoulé. Il n'a pas quitté la trappe des yeux tandis qu'il répétait d'innombrables calculs dans sa tête pour éviter d'accepter la triste vérité, que sa grand-mère avait disparu avec le reste des siens. Il entend sa voix, son rire, ses soupirs. Il veut la revoir. Il veut voir ses parents, ses amis, ses voisins. Il veut tous les voir. Mais il le sait bien, sa vie ne sera plus jamais la même et il préférait être mort à devoir vivre sans eux. Il ferme les yeux et sort dans la nuit froide. L'odeur de décomposition humaine assaille immédiatement ses sens, lui rappelant les cadavres d'animaux écrasés sur la route, au soleil pendant des jours. Sauf que c'est bien pire. Il fouille le sol éclairé par la lune et trouve rapidement la cloche de son père près des restes carbonisés d'un cadavre. Que s'est-il passé? Tu étais censé surveiller, tu étais censé nous avertir. Il prend la cloche et appelle sa grand-mère dans un murmure rauque. Mais le murmure se change en un cri continu. Il hurle jusqu'à en perdre la voix et la seule réponse qu'il reçoit est le silence assourdissant de la nuit froide et indifférente. Il tombe à genoux, touche sa cloche du bout du doigt et fait le vœu de pouvoir disparaître de ce cauchemar éveillé. De village en village, c'est toujours la même scène. Mort et destruction. Des voitures, des maisons et des cadavres brûlés. Les siens disparaissant dans un mélange apparemment infini de brouillard et de fumée. Il ne peut plus bouger. Il n'en a pas la force ni la volonté. La fumée lui pique les yeux. La puanteur lui donne envie de vomir à chaque inspiration. Mais ce qu'il supporte le moins, c'est le silence. Cet horrible silence. Étouffant, épouvantable, indifférent. Il s'arrête et s'assoit près d'un arbre. Un vautour le survole tout près, attendant qu'il se décide à mourir. Celui-ci préfère la viande fraîche, crue, ni brûlée, ni arrosée de kérosène. Il ferme les yeux un instant et se laisse emporter, loin de là. Mais très vite, il entend une voix qui ressemble à celle de sa mère. Il ouvre les yeux et voit une femme accompagnée de plusieurs enfants couverts de boue qui le regardent. La mère lui tend la main. « Tu dois m'accompagner. » Philippe ne répond pas. Il ne peut pas répondre. Il n'y a plus ni chaleur, ni humidité dans sa bouche. Sa gorge est sèche comme le sable. Ses yeux sont comme le goudron. La femme lui tend une gourde et il boit comme s'il n'avait jamais bu auparavant. Elle s'appelle Funania et elle lui dit qu'il devrait l'accompagner. « Je ne veux plus fuir. Je veux mourir. » La mère garde la main tendue. « Et c'est pour cela que tu dois vivre. Tu dois vivre pour dire aux autres ce qu'il s'est passé, pour pouvoir témoigner. » Philippe regarde derrière la femme et fixe un garçon et deux filles. Il prend la main de Funania et ensemble ils marchent dans l'épaisse fumée et le brouillard, refusant qu'on les fasse disparaître. Philippe entre dans une maison pillée par les équipes d'extermination. Il y a des éclaboussures de sang sur les murs et une puanteur familière. Philippe refuse de penser à ce qui est arrivé au propriétaire. Pendant un instant, il voit sa mère venir vers lui, mais elle disparaît, laissant place à Funania. Elle approche de Philippe avec des fournitures scolaires pillées. Parfois, dessiner l'aide à se calmer. Philippe secoue la tête. Il ne veut pas dessiner, et il ne veut pas faire de mathématiques. Il ne veut rien faire, hormis se réveiller de cet horrible cauchemar. Il observe l'autre garçon, Emeka, en train de dessiner son village. Il a une douzaine de couleurs à disposition, mais il n'utilise que du noir. Funania ne comprend pas pourquoi aucune des couleurs ne l'intéresse. C'est comme s'il avait cessé de voir les couleurs. Philippe regarde le dessin du village sans couleur avant de sortir. Niki et Chika montent la garde. Il leur montre la cloche porte-bonheur de son père, mais il n'est pas sûr qu'elle porte vraiment chance.
Il attend à Nikki et lui explique qu'elle devra la faire sonner si elle voit quoi que ce soit. Je déteste l'odeur du kérosène. Funania hoche la tête et donne raison à Philippe. Ce n'est pas le kérosène, mais tout ce qu'il implique. Nikki regarde Funania et lui demande pourquoi les équipes brûlent tout. Funania ne répond pas, et elle ne le sait peut-être pas. Philippe se tourne vers elle. Il brûle les preuves. Nikki et Shika regardent Funania qui hoche la tête. Philippe entend la voix de sa grand-mère. Mort et destruction profitent aux démons déguisés en humains. Philippe se met à grincer des dents et répond à la voix désincarnée. Ils devraient tous mourir. Ceux qui paient pour tuer et ceux qui bénéficient des massacres. Funania le fixe du regard. Philippe, ne dis pas de telles choses. Ils cherchent à voler notre humanité et c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas nous prendre de force. Philippe sent ses traits se durcir. Je ne veux pas d'un sermon. Je veux récupérer ma famille. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Funania pose une main sur son épaule. Prie les anges miséricordieux pour que nous survivions afin de pouvoir témoigner. Philippe regarde derrière elle dans la nuit grandissante. Je préfère supplier l'ange de la mort et les regarder souffrir. Pardonne et tu seras pardonné. Je ne peux pas. Je les déteste. Comment peuvent-ils accepter de l'argent pour de tels actes? Justice sera faite, Philippe. Ils paieront pour leurs crimes. Philippe ne dit rien. Il ne dit rien car tout comme son père, il croit que ceux qui ont de l'argent, qui peuvent se payer des équipes d'extermination et assez de kérosène pour brûler des milliers d'humains, peuvent éviter d'être jugés, quel que soit le crime qu'ils décident de commettre, même un massacre. Elle peut prier pour la clémence autant qu'elle veut. Il préfère prier pour obtenir vengeance. Ceux qui tirent profit de meurtres sont pires que des animaux. Cette idée lui trotte sans cesse dans la tête. Comment des personnes peuvent-elles commettre de telles atrocités contre de l'argent? S'il survit à tout ça, s'il parvient à s'échapper de cet enfer, il obtiendra vengeance. Il ne peut s'empêcher de partager ses sombres pensées avec Funania, qui lui répond que la loi du talion n'est pas la solution. Un œil pour un œil finirait par aveugler le monde, nous plongeant tous dans une nuit éternelle. Le monde deviendrait aveugle? Le monde est déjà aveugle à ce qui arrive au sien et à lui-même. Que le monde aille au diable. Le monde s'en fiche. Tant d'agitation et de destruction étaient prévus. C'était une formule mathématique pour diviser et mieux régner tout en pillant les ressources de son pays. Il a entendu les anciens le dire des centaines de fois. Funania partage avec lui d'autres sages paroles de meneurs décédés. Et il cesse de parler de vengeance. Pendant un instant, il pense qu'elle a peut-être raison. Peut-être que la vengeance n'est pas la solution. Peut-être que le monde sortira un jour de son indifférence et viendra aider son peuple. Nikki rend sa cloche à Philippe dans la nuit noire. C'est son tour de surveiller s'il y a des équipes d'extermination. Mais il n'a pas dormi depuis des jours, et ses paupières sont lourdes. Il tient sa cloche près du cœur, et pendant un court instant, il ferme les yeux. Juste une minute. Il se réveille brusquement dans la chaleur matinale, avec une horrible sensation. Il se lève et cherche ses nouveaux amis. Il en trouve un, puis les morceaux d'un autre. Et un autre. Il n'en est pas bien sûr. Il entend un gémissement et se met à chercher, avant de trouver Funania, non pas morte, mais mourante. Ils ont tranché chacun de ses tendons. Agonisante, elle se tortille de douleur, couverte d'une substance dorée, du miel. Ils lui ont versé du miel dessus. Et 1 million de minuscules choses noires nagent, se noie et se goinfre des flots dorés et pourpres qui coulent de ses blessures ouvertes.
Les fourmis grouillent sous sa peau, la dévorant vivante. Il s'agenouille à côté d'elle et tente de les chasser, mais ça ne sert à rien. Il y en a de partout. Funania gémit et crache du sang, essayant de parler, mais sans sa langue. Le son qui s'échappe de ses lèvres n'est qu'un râle horrible. Agenouillé à ses côtés, Philippe ne sait pas quoi dire ni faire. Je me suis endormi. Je suis désolé, tellement désolé. Mais cela ne l'aidera pas à se remettre. Cela ne la débarrassera pas des fourmis, ni ne ressuscitera les enfants qu'elle protégeait. Elle parvient à gribouiller quelque chose avec son doigt dans la terre. Je pardonne. Philippe fixe les mots pendant un long moment. Des larmes silencieuses coulent, tandis qu'il lève la main devant son visage. Elle ferme les yeux et attend que son supplice s'achève. Il ne veut pas le faire, mais il le doit. Il sait qu'il doit le faire. Il ferme les yeux et abaisse sa main sur sa bouche et son nez. Et pendant un instant, juste un instant, il devient son ange de la miséricorde. Profitant de l'obscurité, Philippe entre dans un autre village décimé. Avant de la voir, une équipe d'extermination. Ce sont peut-être les mêmes qui ont tué sa protectrice, ceux qui ont tué sa grand-mère, ses parents. Il n'existe pas d'enfer assez dur pour ces démons qui acceptent de l'argent pour faire disparaître des êtres humains. Ils cuisinent quelque chose près d'un feu, riant et plaisantant aux dépens de leurs victimes. Ils parlent des siens, comme s'ils étaient des animaux. Non, moins que des animaux. Nul être ne s'enorgueillit, ni ne ridiculise les animaux qu'il massacre. Il n'a jamais rien vu de tel. Des chiens sans humanité, voilà ce qu'ils sont. Des chiens enragés, ni plus ni moins. Quelque chose d'ancien semble l'attirer. Il sent comment l'obscurité, telle une vrille d'un autre monde, s'empare de son jeune cœur innocent. Mais il n'est plus jeune, ni innocent. Il entend la voix de Funania. « Pardonne, et tu seras pardonné. » Mais il ne veut pas pardonner, et il ne veut pas l'être non plus. Il veut les voir souffrir, tout comme les siens ont souffert. Il veut les voir souffrir pour lui avoir tout pris. Il entend la voix de sa grand-mère qui cherche à le distraire de ses sombres pensées de vengeance, avec des exercices de maths interminables. Mais par-dessus sa voix, il entend les pulsations folles de sa propre haine. Sa voix lui hurle des équations et des défis. Mais il lance un regard noir aux hommes. Il sent le kérosène lui parcourir les veines, et il est prêt à exploser. Œil pour œil, et le monde entier sera plongé dans la nuit éternelle. Bien. Philippe remarque les armes près de la Jeep. Il pourrait en prendre une et tous les abattre, mais il n'a jamais utilisé d'armes, et il risquerait de s'échapper. Il pourrait bien chercher un couteau ou une machette, mais ses chiens pourraient facilement le maîtriser. Va-t'en, Philippe, sans jamais regarder en arrière. C'est ton devoir de survivre pour pouvoir témoigner. Il ignore les voix dans sa tête et ne veut qu'une seule chose. Il veut les voir souffrir et disparaître. Il veut, oui, prendre le kérosène et les faire disparaître de la même manière qu'ils ont fait disparaître ses amis et sa famille, dans un nuage de fumée. Et pendant un instant, juste un instant, il est l'ange de la mort qui plonge dans la nuit éternelle. Arcus 984. Davantage d'énergie lumineuse envoyée par un allié inconnu. Grâce à elle, j'ai ouvert une fenêtre qui m'a permis de jeter un œil dans un royaume perdu,
où j'ai pu observer à ma grande surprise une ville avec des survivants qui menaient leur vie comme s'il n'y avait rien d'étrange. La fenêtre a fini par se refermer, et j'ai passé toute la soirée à me demander comment cela pouvait être possible, ou bien si ce n'était qu'une illusion. La même nuit, une autre poussée d'énergie m'a permis d'ouvrir une porte sur un royaume que je ne reconnaissais pas, ni osais explorer. Je suis resté là, à regarder la porte scintillante, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est comme si celui qui génère ces glyphes sacrés tentait de m'aider à en découvrir davantage sur les mystères de cette dimension. Ou peut-être qu'il me suggère que les réponses à mon salut se cachent parmi les innombrables royaumes rejetés par cet ancien depuis des temps immémoriaux. Arcus, 985. Au lieu de lire à haute voix comme d'habitude, je suis monté sur le toit de ma tour et j'ai fait apparaître un feu et une radio pour écouter des histoires de fantômes d'une émission à moitié oubliée de Terra Dark. Sans l'ombre d'un doute, ça s'est avéré être le meilleur moyen de passer le temps. Surtout quand une quantité infinie de voix papotent dans votre tête, vous déprimant avec leurs douleurs et angoisses perpétuelles. J'ai ensuite utilisé Loris afin de faire apparaître le compteur pour qu'il me lise ses histoires comme il le faisait dans son podcast hebdomadaire. Il était composé d'un brouillard noir en mouvement constant. Mais je pense qu'un jour, j'arriverai à recréer une personne plus réaliste pour l'écouter, voire même pour avoir un semblant de conversation. En écoutant le conteur et en entendant des expressions familières, j'en viens à me demander comment puis-je me maintenir hors de mes propres créations. Les souvenirs que je tente de me remémorer juste après les avoir vécus me prouvent une chose. Ils me démontrent que l'objectivité est impossible, ou dans le meilleur des cas, hors de portée. Je ne suis jamais vraiment sûr que mes journaux sont une description réaliste et précise du souvenir du sujet, ou s'ils sont une interprétation bien arrosée au whisky d'un cauchemar. Pour combler le tout, j'ai récemment remarqué que d'autres voix s'étaient glissées dans mes notes, d'autres interprétations, d'autres schémas de pensée de personnes dont j'ai probablement passé trop de temps à revivre les souvenirs. Elles commencent à se fondre en moi, et ça n'était pas censé se produire. Arcus, 986. Je suis resté toute la nuit suspendu aux lèvres du conteur avec ses histoires sanglantes de Nosferatu. Et j'en ai presque oublié mon propre cauchemar bien réel. Ces contes m'amusent et sont une distraction idéale quand j'en ai assez de frapper des balles de golf dans l'abysse. Il existe d'innombrables histoires de vampires, et je jurerais en avoir lu la majeure partie. Mais de mémoire, les siennes sont les plus terrifiantes. Plus d'une fois, je me suis réveillé en sueur, avec la sensation que ma tour avait été infestée par ces terribles créatures dotées de crocs à la place de dents. Arcus, 987. Un nouvel incident m'a réveillé au milieu de la nuit. Une incroyable poussée d'énergie issue d'une source inconnue. Au début, j'ai cru avoir cédé aux illusions et à une imagination folle, avant de réaliser que l'énergie déferlant dans ma tour ouvrait à nouveau une porte sur un royaume perdu, composé de souvenirs d'une civilisation oubliée. Je me suis approché et j'ai observé les vestiges d'une ville abandonnée, ravagée par la guerre, les pleurs d'un bébé résonnant au loin. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le royaume perdu, la porte scintillante s'est refermée avant de disparaître. Je me suis très vite dit qu'il devrait être possible d'explorer cet ancien depuis ma tour, à l'aide de cette énergie unique et de Loris. Arcus, 5736. J'ai vu le cœur de cet ancien, et des choses que nul mortel ne devrait jamais voir. Des choses qui ont pesé sur ma conscience et déconcerté mon esprit. Grâce à un soutien mystérieux, j'ai déchiré la réalité, fouillé au fond d'innombrables failles, et vu comment tout finissait par plonger dans le chaos et l'entropie, vers la mort et la folie. Et pendant un court instant,
j'ai eu la pensée ridicule que mon allié mystérieux pourrait bien être l'entité en train de se jouer de moi. Comme un chat qui joue avec une souris avant de trancher sa minuscule jugulaire de ses griffes. En regardant dans l'abysse éternel de brume noire, j'ai pensé que cette prison pourrait bien être une autre forme d'épreuve, masquée et conçue pour s'alimenter de toutes les énergies psychiques qui dérivent de l'aliénation, de l'ennui et de toutes ces poussées de folie oubliées. Je ne peux m'empêcher de ressentir des millions de crochets invisibles dans mon cœur et des yeux dissimulés par millions tout autour de moi, m'observant, attendant que je plonge moi aussi dans le chaos et la folie comme tout le reste, attendant que mon propre esprit se retourne contre moi. Cet enfoiré d'ancien veut que je me suicide. J'en suis convaincu. Ou alors, peut-être que je l'ai déjà fait et que je le referai encore et encore.